Hello et bienvenue dans les chroniques d'une cordonnière. Je suis Christelle, je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est une interview un peu particulière pour moi puisque j'ai le bonheur de pouvoir interviewer ma petite sœur Mélanie Razet qui vient nous parler de son métier qui est la psychogénéalogie. Salut Méla. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux en quelques mots, d'abord merci d'avoir accepté mon invitation, est-ce Avec que tu plaisir. peux en quelques mots nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Donc voilà, moi à la base, je suis historienne, enseignante et j'ai à présent une activité complémentaire en psychogénéalogie parce que je voulais que l'histoire ne soit pas uniquement dans les manuels, mais qu'elle puisse nous être utile au quotidien. Alors, est-ce que tu peux, je vais juste changer l'affichage, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi en fait alors la psychogénéalogie, c'est pas évident à dire, alors on a souvent tendance à abréger et à appeler ça la psychogé. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste la psychogé? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous apporte? Pourquoi ça peut être un plus dans notre bien-être à chacun? Ok, alors en psychogé, on va aller voir ce qui s'est passé dans notre histoire familiale, soit qu'on en ait connaissance, soit qu'on n'en ait pas connaissance, pour voir éventuellement les blocages euh, qui aujourd'hui nous posent problème dans notre parcours actuel. Donc en fait, on part du principe que tout ce qu'on n'a pas pu digérer va être transmis d'abord consciemment et puis inconsciemment de génération en génération. Alors ces blocages, ça peut être quoi? Ça peut être des deuils qui n'ont pas été faits, ça peut être des morts injustifiées, injustifiables, comme des morts d'enfants, ça peut être des départs à la guerre, ça peut être des traumatismes, des pertes d'héritage. Et donc inconsciemment, ça va être transmis de génération en génération. Et nous, aujourd'hui, on va le revivre, parfois de manière un petit peu transposée, mais on va être sous ses mémoires, on va revivre ces traumatismes sans jamais pouvoir y apporter de solution. Ce qui fait qu'on a beau essayer de faire ce qu'on veut dans notre vie, on n'arrivera pas à se libérer de ce mal-être ou à se libérer de ces blocages ou de ces émotions qui ne nous appartiennent pas. Le but, c'est évidemment d'identifier d'où ça vient, d'en prendre conscience et de pouvoir poser ce qu'on appelle des actes symboliques, donc de faire des petits exercices concrets pour pouvoir se libérer de ces mémoires et redevenir maître de notre destin. Est-ce que tu as un exemple quotidien d'un de ces blocages dont tu parles, que ce soit conscient ou inconscient d'ailleurs, mais un exemple peut-être de quelqu'un que tu as reçu en séance ou que tu as vécu toi, je ne sais pas, un exemple concret de comment ça se passe dans le quotidien. Comment je peux me dire à un moment donné, oula, il y a un truc qui se rejoue là tout le temps, il faudrait que je fasse quelque chose. Voilà, ça peut être des choses assez simplistes, assez banales. Je vais prendre mon exemple personnel. Euh, Quand arrive mon anniversaire, c'est une période, une date que je n'aime pas et que je n'aime pas fêter. En allant voir dans mon histoire familiale que je ne connaissais absolument pas, j'ai découvert que j'étais liée à beaucoup d'enfants morts, d'adolescents morts, dont un adolescent qui a été enterré le même jour que le jour de mon anniversaire. Et donc inconsciemment, dans notre famille, cette date est associée forcément à un grand deuil, à un grand désespoir. En ayant pris conscience de ça et me rendant compte que ce n'était pas lié à mon histoire, je me suis libérée de toute cette mélancolie. Et donc, ben, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus extraverti, qui a le contact plus facile et je ne porte plus toute cette tristesse quand arrive le moment de mon anniversaire. Alors ça peut être des choses toutes simples comme ça, mais ça peut être des gens qui, par exemple, n'arrivent pas à reconstruire leur vie parce qu'ils sont liés à des aïeux. Par exemple, l'arrière-grand-mère a vu son mari partir à la guerre alors qu'elle était enceinte, il est mort au combat, il n'est jamais revenu. Donc ça peut se transposer en croyances limitantes du style on ne peut pas compter sur les hommes. Et donc, la solution, c'est quoi à ce moment-là? C'est de ne pas rencontrer quelqu'un ou d'avoir que des relations qui ne mènent à rien. Ok, ok, oui. J'avais une question, mais elle m'a échappé, elle va revenir très vite. Oui, je pensais aussi à ces familles où, par exemple, les abus vont se passer de génération en génération. Alors forcément, c'est pas conscient. La maman, elle va pas prendre sa valise avec l'abus et le filer à sa petite fille, on est bien d'accord. Mais est-ce que là aussi, la psychogé peut permettre d'aller peut-être reconnaître ce qui s'est passé ou mettre des mots ou poser un acte symbolique pour pouvoir couper ce fameux fil rouge là qui relie toutes les générations de femmes? Oui, exactement. Il faut en prendre conscience. On peut ainsi déjà reconnaître les personnes qui ont enduré ça, reconnaître les victimes, poser un acte symbolique pour que ce soit reconnu par l'univers aussi, et justement briser cette chaîne. Parce que si nous-mêmes, on en a déjà été victimes, on n'a évidemment aucune envie que ça se transmette à nos enfants et aux générations qui suivent. Effectivement. Ok, quand tu parles d'actes symboliques, donc
on entend bien que si les personnes ne sont plus là, si elles sont décédées, on peut quand même aller réparer, en tout cas reconnaître, faire quelque chose. Au niveau des actes symboliques, c'est quoi? Ça va être écrire une lettre, ça va être... qu'est-ce que ça peut être comme acte symbolique qu'on peut mettre dans la matière, tout en sachant que c'est important d'avoir un accompagnement pour pouvoir vraiment identifier et mettre ça en place. Mais pour les gens qui se posent la question, c'est quoi un acte symbolique? Comme exemple, qu'est-ce que tu peux nous donner? Alors, oui, forcément, l'acte symbolique, c'est à l'issue d'un travail qu'on a fait au préalable, où on a identifié le problème et qu'on envisage les pistes. Alors, ça peut être effectivement être une lettre euh, qu'on peut envoyer, par exemple, aux parents idéaux, faire le deuil des parents idéaux qu'on n'aura jamais, reconnaître si on sait qu'on a une grand-mère, une arrière-grand-mère qui a été violée pendant la guerre et qu'on est sur cette mémoire, ne fût-ce que de lui envoyer cette reconnaissance, qu'elle soit reconnue dans ce qu'elle a été. Si on a un autre aïeux qui n'a pas pu faire ses études parce que son père est mort, il a dû être soutien de famille, on peut aller lui déposer sur sa tombe un diplôme qu'on aura constitué nous-mêmes. Le but, c'est que le cerveau a besoin d'actes concrets pour enregistrer l'information. Donc, c'est ça que la prise de conscience n'est pas toujours suffisante. Oui, elle est indispensable, mais pas suffisante. Voilà, oui. On ne pourra pas faire un acte symbolique pour dire de faire un acte symbolique. On ne ferait rien de mal, ça c'est certain, parce qu'on n'est pas du tout dans la magie noire, mais ça n'apporterait sans doute rien de positif en plus de ce qu'on a déjà. Ok. Tu parles beaucoup des dates quand tu dis on est sur telle mémoire, ça veut dire que les dates correspondent. Tu parlais des anniversaires tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces fameuses dates? Alors, on travaille sur les dates. Date de naissance, date de décès, après ça peut être date de mariage, date de grands événements dans la famille, parce qu'on va se rendre compte que par ces dates vont se traduire les liens qu'on a avec nos aïeux. Et ça, ça paraît peut-être un petit peu abstrait au départ, mais quand on regarde, ça se vérifie vraiment. Donc si moi, par exemple, je suis née sur la date de naissance d'un aïeul qui est mort à 4 mois, inconsciemment, c'est comme si on reprogrammait à travers moi cet aïeul. Et Et donc, donc ça toi, à 4 mois, ça risque d'être un peu compliqué, quoi. à moi, à 4 mois, ça risque d'être compliqué, effectivement. Euh, si on a un aïeul qui a vécu un traumatisme à 14 ans, il est fort probable que si j'ai un événement qui réactive cette mémoire chez moi, et que je suis porteuse de cette mémoire, parce que je ne suis pas porteuse de toutes les mémoires de mes aïeux, heureusement, Heureusement. sinon on ne s'en sortirait pas, il est possible qu'à 14 ans, je vive quelque chose qui soit compliqué. Ça n'est pas obligatoirement une situation tout à fait identique. Euh, Imaginons, j'ai une aïeule qui décède à 40 ans. Moi, je peux vivre une certaine mort à 40 ans. Donc, ce sera peut-être pas la mort physique, mais ce sera peut-être le deuil à faire d'une relation, le deuil à faire d'un métier. Voilà comment ça peut se transposer. Ok, ben c'est bien passionnant tout ça. Qu'est-ce que tu auras envie de donner comme message aux gens qui nous écoutent par rapport justement à tous ces liens transgénérationnels qui sont là? Je pense que c'est vraiment libérateur de pouvoir en prendre conscience, d'établir ces liens, parce que on comprend pourquoi parfois on réagit. Quand vous avez une réaction ou une émotion et que c'est plus fort que vous savez pas quoi faire pour la solutionner, c'est que ça ne vous appartient pas, c'est que vous êtes sur une mémoire. Et ça aide vraiment à se libérer de toute une série de choses. Donc concrètement, les gens t'appellent, ils prennent un rendez-vous avec toi, et puis la première séance, ça consiste en quoi? Au départ, quand les gens m'appellent, je ne leur demande pas pourquoi ils m'appellent. De cette manière-là, je ne suis pas influencée, je n'ai pas mon cerveau qui se met en route. Et lorsqu'on se rend compte, la première chose qu'on va faire, c'est définir un petit peu la raison pour laquelle vous venez. Quelle est vraiment votre demande? Et ça, parfois, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut vraiment qu'on sache ce qu'on va chercher. Alors, si vous me dire, oui, moi, je veux juste voir un peu ce que ça raconte au niveau de mon prénom, parce qu'on utilise aussi les prénoms, la signification des prénoms, ou à qui je suis liée, oui, je pourrais vous donner des informations, mais ça ne va pas vraiment vous aider à avancer dans ce cas-là. Donc, on prend vraiment le temps de pouvoir définir cette problématique. Et puis, à partir de ce moment-là, on va partir de la signification de vos prénoms. On va tracer ce qu'on appelle le génosociogramme, donc c'est l'arbre généalogique avec les codes de psychogénéalogie. Et à partir de là, on mène l'enquête. On regarde au niveau des dates, les personnes avec lesquelles vous êtes liés, les significations des prénoms, les 5 calendaires, les événements. Et en fait, c'est la personne qui vient me voir qui détient toutes les réponses. C'est en discutant qu'on va pouvoir ricocher sur un mot, sur une expression que la personne a utilisée. Et c'est vraiment là que ça va prendre tout son sens. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait cet échange. Je ne pourrais pas dire envoyez-moi votre arbre généalogique, posez-moi votre question, je vous le renvoie 15 jours plus tard. C'est vraiment dans cette interaction. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que même si ce n'est pas
la, la véritable manière dont les événements se sont passés, c'est en tout cas la manière dont on vous les a transmis ou la manière dont vous les avez ressentis. Et donc ça, c'est ce qui est vraiment important. Oui, c'est comme les petits loulous qui viennent me voir ici et qui ont ce sentiment d'avoir été abandonnés par leurs parents alors qu'ils n'ont jamais été. Mais eux, Tout c'est à ce qu'ils ont fait. vécu et c'est là-dessus qu'ils vont se construire. Oui, Donc, ça peut être effectivement parce qu'ils sont en mémoire avec des enfants abandonnés. Ça peut se traduire ne fût-ce que dans leur prénom. Quand on a par exemple un prénom comme nom de famille, c'est une trace d'abandon, quelque part dans la lignée. Ça peut être aussi par rapport à des enfants mort-nés ou des fausses couches. En psychogé, on va vraiment prendre le temps de pouvoir replacer chaque enfant, que la grossesse ait abouti ou pas, parce que s'il n'y a pas cette prise de conscience pour les parents et même pour les enfants qui précèdent ou qui suivent cette fausse couche, personne n'est à sa bonne place et du coup, personne ne se sent bien. oui, c'est comme ça qu'un enfant peut être, dans les enfants qui se sont incarnés jusqu'au bout, peut être un premier, mais peut être le troisième des bébés que la maman a porté. Et donc, au niveau de la place, c'est compliqué. Il est premier et troisième et c'est pas le même tempérament. Tout à fait. On tient compte du rang de conception, du rang de naissance et puis du rang de fratrie. Imaginons, vous êtes le deuxième né, l'aîné décède, ben, vous devez prendre sa place d'aîné. Mm. Donc effectivement, c'est compliqué après de pouvoir se situer. En même temps, on doit répondre aux attentes, aux injonctions, aux croyances limitantes de la famille par rapport à ce qu'on attend d'un aîné, alors que vous, votre place, c'est pas celle d'un aîné, c'est celle d'un deuxième, d'un troisième ou autre. Ok, bon, moi j'ai encore 1000 questions, mais elles n'arrivent pas là tout de suite, mais c'est vraiment passionnant. Si les gens veulent te contacter, ils peuvent passer par où? Alors, j'ai une page Facebook, ça s'appelle Le fil du temps psychogénéalogie. Là, vous trouvez toutes mes coordonnées, un petit SMS, Messenger, un coup de téléphone, un mail, il n'y a pas de souci. Ok, il faut compter, alors c'est la question piège, plus ou moins combien de séances pour pouvoir se voir avancer. Alors, bon, c'est une question à laquelle moi je ne peux pas répondre ici parce que c'est adapté à la carte vraiment pour chaque enfant, mais est-ce qu'il y a un nombre global de séances à faire chez toi? Non, effectivement, c'est difficile de répondre à cette question-là. Parfois, si le problème est vraiment ciblé, en une fois, ça peut être résolu. Je dirais qu'en moyenne, il faut compter au moins 2 fois. Se voir au moins 2 fois. Après, si la personne veut aller plus loin ou si on a ouvert une autre piste, alors là, oui, forcément, on peut multiplier les Mm. séances, mais il n'y a pas un nombre de séances imposées ou obligatoires. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de nous partager aujourd'hui par rapport à ta passion? Mais poussez la porte, venez voir si vous vous sentez bloqué. C'est une démarche qui n'est peut-être pas encore très connue par chez nous, qui n'est peut-être pas ou qui ne semble peut-être pas rationnelle à la plupart des personnes, mais quand vous découvrez les liens, vous êtes devant les informations, vous avez les prénoms et les dates, ça ne peut pas mentir et vous le ressentirez au fond de vous-même si c'est la bonne information. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment un plaisir de pouvoir éclairer tout ça et se libérer. Eh bien, un grand merci pour toutes ces informations. Eh bien, si vous avez envie de pousser la porte, eh bien, je vous mets à la fin de cette vidéo de toute façon le lien pour pouvoir contacter Mélanie. Merci en tout cas, vraiment. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes ou si ça vous titille, n'hésitez pas à la partager et vraiment à vous rendre sur la page Facebook Le fil du temps psychogénéalogie. Quant à nous, il ne reste plus qu'à vous dire au revoir, vous souhaiter le meilleur et moi j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine chronique. Prenez bien soin de vous. Ciao.